Bonjour à toutes et à tous. Mais merci à la Ligue des droits de l'homme pour cette invitation, parce que c'est vrai qu'en tant que mutualiste, on est souvent renvoyé à des débats très techniques sur le fonctionnement de la protection sociale, les défis qui sont posés, y compris à l'organisation du système de soins. Et on a peu l'occasion, et je trouve que c'est important de pouvoir le faire, de se reposer la question de qu'est-ce que signifie le droit à la santé et comment est-ce que, en tant que citoyen, spécialiste ou pas d'ailleurs du système de protection sociale, on peut œuvrer à le rendre effectif. Alors, la table ronde s'intitule « Les sociétés civiles entre résistance et construction d'alternatives ». Ce qui est intéressant, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'histoire de l'économie sociale qui est dans cette dichotomie-là, et de la mutualité aussi, à la fois sur la tension qui peut exister entre la révolte contre les injustices qui existent dans la société, mais en même temps, la nécessité aussi de sortir de la simple révolte et de pouvoir construire au bout d'un moment des solutions concrètes pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Alors, c'est un discours que nous, Mutuelle de France, on porte historiquement. On est issu de la mutualité ouvrière, on est issu des mutuelles de travailleurs, et donc on a on va dire cet aspect du mouvement social qui est ancré dans notre histoire et dans notre manière de voir les choses. Quand on dit mouvement social pour la mutualité, alors je ne doute pas que dans la salle, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a certains qui voient leur complémentaire santé simplement comme un rembourseur de soins, de notre faute aussi, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment été en capacité de défendre cette dimension de mouvement social. Mais c'est que les militantes et les militants mutualistes, ils se sont organisés historiquement et depuis bien longtemps, parce que même avant la création de la sécurité sociale, pour répondre collectivement à une injustice qui était l'injustice face à la maladie. Et face à cette maladie qui à la fois pouvait avoir des conséquences sur la vie immédiatement, mais qui aussi pouvait conduire à ne plus pouvoir travailler, ne plus avoir de moyens de subsistance. Et donc les premières formes de mutualité, elles se sont organisées pour répondre notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui la prévoyance, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir poursuivre son travail du fait d'une maladie ou d'une infirmité. Et donc ce combat-là, qui était celui des premiers mutualistes, il s'est prolongé dans l'histoire et il continue de se prolonger aujourd'hui sur la lutte contre ce que nous on appelle les inégalités de santé. C'est-à-dire que malgré toutes les formes de progrès que l'on a eues sur le fonctionnement de notre système de santé, notre système de protection sociale, force est de constater qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas égal face à la maladie et tout le monde, surtout, n'est pas égal dans sa capacité à trouver une réponse face à la maladie, malgré un droit à la santé qui, aujourd'hui, est proclamé à la fois dans notre Constitution, proclamé dans nos textes de loi, mais qui reste toujours à construire, puisque, y compris la pandémie de Covid, a montré que ces inégalités-là, elles persistaient. En mutualité, on s'est doté historiquement de deux outils pour pouvoir travailler à la réduction de ces inégalités. La première, c'est la solvabilisation des dépenses, c'est-à-dire la capacité offerte économiquement à chaque citoyenne et à chaque citoyen de pouvoir accéder aux soins. Ça veut dire à la fois la mise en place de systèmes de remboursement solidaire qui, à l'origine, étaient des caisses de secours mutuelles qui s'organisaient par corps de métier, qui, avec l'arrivée de la sécurité sociale, sont devenus dans une partie universelle, mais avec un niveau de solidarité organisé par les mutuelles en complément. Mais c'est aussi un deuxième sujet, c'est la capacité à avoir une offre de soins qui soit accessible. Parce que si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour se soigner, mais qu'en face, il n'y a pas de médecin, vous n'avez pas du tout résolu le problème de l'accès aux soins. Au pire, vous avez même accru la violence du ressenti sur le fait qu'il a une partie de la solution, mais elle n'existe pas sur le terrain. Et donc, c'est la construction d'une offre de soins, alors certes mutualiste, mais ouvert à toutes et à tous, qui doit permettre de pouvoir répondre aux deux enjeux aujourd'hui de l'accès aux soins, la capacité à couvrir les dépenses et la capacité à trouver un professionnel de santé. Et cet élément-là de trouver un professionnel de santé, il a été extrêmement important au moment de la mise en place de la sécurité sociale. Parce qu'en 1945, au sortir de la guerre, le choix qui a été fait par la France, c'est un choix d'organisation d'un système de protection sociale. Alors, qui se proclamait universel. On a vu après pendant quelques années que l'universalité, elle était toute relative puisqu'elle était universelle, mais par exemple les femmes n'étaient pas couvertes, ou en tout cas elles ne l'étaient que par le système d'ayant droit de leurs époux. Les personnes qui étaient les plus précaires, qui ne travaillaient pas, n'étaient pas couvertes. Donc on a amélioré ce socle d'universalité au fil des années, mais il y avait un petit problème, un léger problème, qui est qu'en 1946, 2% des professionnels de santé respectaient le tarif qui était remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous aviez un remboursement par la sécurité sociale d'un montant,
et vous aviez un médecin qui vous facturait 3, 4, 5, 6 fois ce montant quand vous alliez le voir. Donc on avait un problème d'effectivité du droit, puisque la loi proclamait que vous aviez le droit à une couverture sociale qui vous permettait de vous soigner. Et dans les faits, les citoyennes et les citoyens se rendaient compte que ça n'était pas le cas. Donc le travail de la mutualité à ce moment-là, ça a été de construire l'alternative, c'est-à-dire ça a été de mettre en place une offre de soins à tarif opposable, c'est-à-dire à tarif respectant le tarif de responsabilité de la sécurité sociale. Et ce travail-là, il a porté ses fruits parce que, alors ça a mis du temps, puisqu'il a fallu attendre la fin des années 60 pour que quasiment tous les médecins respectent le tarif conventionnel, mais ça a été un élément déterminant parce que ça a permis de faire pression sur le système libéral. Quand on construit des alternatives, la difficulté, c'est ce que tu disais en introduction, c'est qu'on peut décider de faire la révolution et de renverser la société capitaliste injuste dans laquelle on vit aujourd'hui, mais les expériences historiques nous ont montré que c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc, quand on construit des alternatives, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces alternatives, elles deviennent performatives pour l'ensemble du système. Et sur la question du tarif opposable, on a remporté des victoires parce qu'on a fait en sorte que, dans les années 70, quasiment tous les médecins respectaient le tarif opposable. Sauf que c'est un combat qui est permanent, puisque depuis les années 70, vous avez d'autres formes d'évasion, on va dire, du tarif qui se sont développées avec l'explosion des dépassements d'honoraires qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, alors qu'ils sont soi-disant remboursés à 100%, ne peuvent pas accéder aux soins. Donc ça veut dire que ce combat-là, il est permanent. Et il doit tenir deux aspects, je pense, de ce qui est aujourd'hui l'originalité d'un mouvement social comme la mutualité. C'est la revendication, la construction de la mobilisation sociale pour pouvoir faire bouger les choses d'un point de vue de l'État, mais aussi la construction citoyenne d'alternatives sur le terrain qui permettent de rendre ce droit effectif. C'est jamais satisfaisant parce qu'il ne sera vraiment effectif que quand il sera universel, mais ça permet de montrer que d'autres manières de faire et que d'autres manières de gérer le système de santé sont possibles. Et si on revient rapidement à la crise de la Covid, un des éléments, nous, qui nous a frappés, c'est le décalage qu'il y a eu entre la proclamation que tout était pris en charge et qu'il n'y avait pas de problème pour, dans un premier temps, se faire soigner, dans un deuxième temps, pour avoir accès aux tests, dans un troisième temps, pour être vacciné, et la réalité qu'on a observée, nous, dans nos établissements, qui était que les inégalités sociales d'accès aux soins, elles ont été déterminantes dans la capacité à faire face à la maladie. Sur la première phase de l'épidémie, ça a été que vous soyez dans un logement de 150 mètres carrés avec une piscine dans un beau quartier ou que vous soyez à Neuf dans un logement de 30 mètres carrés dans le 93, vos chances de contracter la maladie, et y compris d'en avoir une forme grave, étaient complètement différentes. Ensuite, quand il s'agit d'arriver au vaccin, on a proclamé que le vaccin était ouvert à tous et qu'il suffisait de se connecter sur Doctolib pour pouvoir y avoir accès. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas dans tous les territoires dans un premier temps. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la population à qui on était en train de parler japonais. Parce que se connecter à un smartphone pour pouvoir avoir accès à un système de santé, alors moi, ça vient peut-être plus intuitivement que d'autres, mais sauf que notamment chez les personnes aujourd'hui qu'on regarde avec plus de précaution sur les plus de 80 ans, s'il y a 13% des plus de 80 ans qui ne sont toujours pas vaccinés, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu se vacciner, c'est aussi parce que le système qui a été mis en place pour accéder à la vaccination a été un révélateur des inégalités de capacité à pouvoir accéder à cette information-là. Et donc ça montre que enfin, nous on trouve, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, c'est que la crise de la Covid, elle a aussi montré que l'effectivité des droits en santé, elle avait beau être proclamée, elle était loin d'être conquise, y compris quand on gère des urgences. Quand on gère des urgences, on gère le macro. Et quand il s'agit d'aller dans le micro sur qu'est-ce qui est réellement en place, ça devient très compliqué. Et pour pas être trop long, c'est quoi les perspectives que nous, on retire de cette crise-là? Alors déjà, il va falloir peut-être qu'on s'y fasse, mais on n'en est pas tout à fait sorti. Et peut-être bien que si on refait encore le même débat l'année prochaine, on continuera de parler de la Covid parce qu'on y sera encore un petit peu. Mais il y a trois éléments qui semblent essentiels aujourd'hui. C'est que d'abord, la santé, c'est un sujet politique. C'est un sujet qui est éminemment politique. Ça ne veut pas dire que la politique doit prendre le pas sur la science, y compris c'était le sujet des universités d'automne l'année dernière, mais il y a un élément politique là-dessus, et que l'organisation de la santé, l'organisation de la réponse aux besoins de santé des populations, ce sont des sujets qui sont éminemment politiques. Et donc s'ils sont politiques, il faut que les citoyennes et les citoyens ils puissent se les réapproprier. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un manque de culture politique sur ce sujet-là. Donc le rôle des mouvements sociaux de santé, comme la mutualité, c'est aussi de redonner les clés aux citoyens pour comprendre à la fois comment fonctionne le système, mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent agir dessus. Et les défis sont nombreux.
Chronicisation des maladies, donc ça veut dire de plus en plus de maladies chroniques qui vont engendrer de plus en plus de coûts pour le système de santé. Est-ce qu'on fait le choix de l'individualisation du risque sur ces coûts-là ou est-ce qu'on fait le choix de la socialisation du risque? Est-ce qu'on considère que c'est la collectivité qui doit permettre à chacun de faire face à ses besoins de santé, y compris dans une société où les soins seront plus coûteux, ou est-ce qu'on considère que c'est à chacun de s'assurer en fonction de ses propres risques? Et donc le projet notamment qu'on a évoqué, mais qui a priori a fait pchit pour l'instant, de grande sécurité sociale, derrière les slogans, c'est exactement le sujet qui est posé. Est-ce que l'on considère qu'il faut un bouclier sanitaire minimal qui va permettre à tout le monde d'avoir à peu près accès aux soins, et ceux qui ont les moyens de payer plus pourront avoir vraiment accès aux soins? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut continuer le combat pour l'universalité du système? Et nous, on pense que c'est vraiment le choix de société qui s'offre à nous, c'est d'aller vers la deuxième solution, parce que l'on voit dans les autres pays, y compris de l'Union européenne, ce que ça peut causer, ces systèmes à deux vitesses. Et le troisième sujet, c'est quelle est la place du citoyen dans le système de gouvernance du système, dans la gouvernance du système de santé, du système de protection sociale. Parce que la défiance que l'on a observée pendant toute la crise de la Covid, à la fois vis-à-vis des institutions sanitaires, à la fois vis-à-vis de la science, par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, par rapport aux difficultés de compréhension, ça montre qu'il n'y a pas de solution dans la seule imposition autoritaire. Je ne reviendrai pas sur le débat de la table ronde précédente, mais il y a un vrai sujet sur cette question-là. L'imposition autoritaire, elle a aujourd'hui montré son efficacité d'un point de vue purement sanitaire. Les gens se sont vaccinés par l'imposition autoritaire. Mais pour des mouvements sociaux comme nous, ça constitue une vraie défaite. Parce que ça veut dire que nous n'avons pas été capables, par l'éducation populaire, par la conscientisation, par l'information, par l'éducation tout court, de faire en sorte que les gens puissent eux-mêmes se saisir de ces sujets-là et pouvoir intervenir. Et donc je pense que ce qui est devant nous, c'est de faire la démonstration que ces outils qui ont été construits pendant des décennies par les acteurs de la santé publique ne sont pas des outils qui sont obsolètes. C'est des outils qu'on n'a pas su utiliser correctement et dont on ne s'est pas suffisamment saisi. Et donc charge aux citoyens et charge aux mouvements sociaux de se ressaisir de ces outils-là pour faire la démonstration que si on a réussi à traverser la crise de la Covid par les outils de l'autoritarisme, la construction des solutions sur les autres épidémies qui sont toujours en cours aujourd'hui ne pourront pas passer que par ce système-là. Et qu'il faut qu'on recrée de la confiance dans le système de santé, parce que sinon, la défiance que l'on observe aujourd'hui, elle va faire que s'accroître. Et l'on sait que dans la lutte contre les épidémies, et notamment contre les maladies infectieuses, la capacité de tout le monde à collaborer, à pouvoir éteindre ces épidémies, est essentielle pour pouvoir réussir.